Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2021 des Bus Ratio. Nous avons le plaisir de présenter les résultats de l'année, de l'édition 2021, mais les données de l'année 2020. Parce que comme vous savez bien, comme beaucoup d'entre vous savez, les Bus Ratio analysent les données de l'année précédente. C'est notre coutume. Aujourd'hui, on va parler des résultats de l'édition 2021 à 3. On parlera à 3, Latifa Akou, qui est la présidente de l'ARCEC, que vous connaissez bien, Thierry Cadio, qui est un membre du comité exécutif, qui est en charge de la formation, des études et de la prospective, et last but not least, Mario Fernandez, moi-même, qui est le responsable d'études et prospective de l'ARCEG. Mais avant de commencer, je vais passer la parole à notre présidente pour qu'elle puisse introduire un peu le contexte des Bus Ratio de cette année et voilà les objectifs de l'édition 2021. Merci Mario, bonjour à toutes et à tous. Comme vient de l'indiquer Mario, les Bus Ratio que nous allons vous présenter sont de l'édition 2021, mais concernent des chiffres de l'année 2020. Donc, les Bus Ratio ont pour vocation de chiffrer et d'analyser les coûts de l'environnement de travail en France. Et ces Bus Ratio existent depuis 20 ans. Et c'est la première année que nous vous les présentons de cette manière parce que le contexte sanitaire nous a amené à présenter des chiffres différents et puis avec surtout un impact du contexte et de la pandémie sur les dépenses de la filière. Donc, l'ambition de l'édition 2021 est d'analyser donc l'impact de la pandémie sur la filière, donc période de 2019-2020, d'analyser l'évolution de la filière sur un cycle dit long, c'est-à-dire depuis 2009, donc depuis un peu plus de 10 ans. Et puis, ce qui vous intéressera certainement, c'est de présenter des pistes de réflexion sur comment la filière peut évoluer et quelles sont les prochaines étapes pour l'environnement de travail. Alors pour ce faire, je passe la parole à Thierry. À toi Thierry. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous revoir autour de cette table. On aurait préféré en présentiel bien entendu, mais les derniers événements que vous suivez tous et pour cause dans vos métiers nous amènent à maintenir cet événement en distanciel. C'est pas pour autant qu'il est moins intéressant, bien au contraire. Cela permet à plus de gens d'être présents, plus d'entre vous d'être présents en dépit de nos plannings chargés. Cela dit, et je rebondis sur l'introduction de notre cher président, merci Latifa, pour rappeler que si les Bus Ratio, c'est un indicateur assez ancien, cette année 2021, on s'est un peu plus focusé sur la particularité des chiffres, et tous dans vos entreprises, vous l'avez noté. L'intérêt de cette année, c'est qu'on a essayé de mettre un peu d'éclairage, et bien entendu, vous lirez vos propres chiffres et les chiffres de la profession avec l'éclairage de notre année si particulière de 2020. Voilà. Ça, c'était une petite introduction. Si on veut rentrer un tout petit peu plus en avant dans les Bus Ratio, pour ceux qui n'ont pas le loisir de les connaître, qui ne les ont pas remplis, et ça, c'est pas bien, parce que c'est quand même vos chiffres qui permettent à la profession d'avancer. On ne le répétera jamais assez. Nous existons, et les Bus Ratio existent parce que vous êtes dans votre association et vous partagez vos données anonymement. Qu'est-ce que vous partagez, vous disais-je? Les chiffres en 5 grandes rubriques. Tels que vous pouvez les voir à l'écran, les charges du bâtiment, les charges d'exploitation, les fournitures de services, les moyens et équipements et bien entendu les charges de main-d'œuvre. On va voir un peu dans le détail qu'est-ce qu'on entend par là. Chaque rubrique est subdivisée, ce qui nous fait en réalité 22 catégories de grands chiffres. Et effectivement, on va pouvoir, à travers ces 22 catégories qui se rapprochent un peu du plan comptable général, ce qui permet de remplir plus facilement les données, on va voir un peu quelles sont les évolutions au fil de cette présentation, et vous, bien évidemment, en lisant avec attention et en détail les chiffres les vôtres que vous avez communiqués, et à défaut, les chiffres de la profession, le disais-je. Voilà. 5 rubriques, 22 catégories. Comment comprendre le benchmark? Il a été construit dès son origine en unité d'œuvre. Alors, pourquoi unité d'œuvre? Ça permet de faire un référentiel. Par exemple, les ratios en mètres carrés, c'est la surface utile. Les montants sont bien sûr les euros hors taxes ou en euros chargés pour la masse salariale. Les ratios sont aussi disponibles en euros par poste de travail. C'est une notion très intéressante dans nos évolutions
puisque de plus en plus on est en flex office et on ne raisonne plus en ETP mais en poste de travail sur la construction de nos budgets, en raison justement de ces taux de remplissage. Puis ça permet aussi une comparaison site par site et non pas parc par parc pour éviter certains travers de ce panel. Voilà. Si on continue un peu avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que la surface utile? Je le rappelle pour certains, comme son nom l'indique, c'est la surface que vous allez utiliser. Donc globalement, c'est le plan moins les surfaces non utilisables, les murs pour faire un résumé très court. Mais c'est aussi dans certains baux multilocataires, les surfaces déduites des surfaces communes parce qu'elles ne sont pas utiles, elles sont rechargées, comme vous le savez tous, autour de cette table. C'est une information qui est facile à retrouver. La surface utile, reportez-vous au bail et automatiquement, vous allez récupérer ces données qui vont vous permettre de pouvoir avoir des résultats assez pointus. Voilà, le reste, je vous l'ai dit, comparaison en euros par poste, en euros par mètre carré, et puis on a bien considéré les hors-taxes et les euros chargés pour les salaires. Ce qui nous amène à une question simple sur le slide suivant, merci. Puisqu'on a présenté les BUSI, pourquoi participer tous les ans? Alors c'est vrai que certains nous ont dit, oui, je l'ai fait l'an dernier, ça n'a pas beaucoup évolué. Voyez-vous, ce 2019, 2020, 2021, on voit des choses, je qualifierais d'atypiques, mais normales eu égard à ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vit encore. Et heureusement, on s'aperçoit, et sans dévoiler ce que dira Mario, que les impacts ne sont pas ceux qu'on croit. Et ça, Mario vous donnera la primeur de l'information. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on remplit des BUSI? D'abord pour comparer votre performance réelle. Alors très intéressant quand vous êtes en multisite, encore plus intéressant quand vous êtes dans une même zone géographique et encore plus intéressant quand vous êtes dans des métiers similaires. C'est une démarche qui est gratuite et anonyme pour les adhérents car elle permet d'analyser, d'évoluer, de communiquer. Pourquoi communiquer? Parce que quand vous faites vos budgets annuels et que vos directions financières vous demandent de justifier les dépenses et vous demandent 10% d'économie, un simple regard sur le ratio vous permet de constater que vous êtes correctement positionné, et deux, que si on applique une remise de 10%, on sort carrément en dessous, donc on arrive en zone de danger, que ce soit en termes de services ou de prestations techniques. Donc c'est des outils de pilotage, des outils de benchmark bien sûr, et on revient au fait que plus nous sommes nombreux à les renseigner, et encore cette année c'est un excellent flux, plus les résultats sont fiables et utilisables en tant que tels. Voilà. Un chiffre, aujourd'hui 896 €, prix tel quel, c'est trois chiffres qui se suivent, un montant de 896 €. On ne peut pas le lire en tant que tel, on va le décortiquer un peu, on va voir un peu où sont les évolutions de cette année. Et c'est là-dessus, à ce moment, que Mario interviendra dans le détail. Oui. Juste, pardon Thierry, je te coupe juste pour une petite précision. 896 €, c'est le prix hors taxe pour le pack intégral si vous n'avez pas participé à la campagne. Voilà, cette petite précision. Si vous participez à la campagne, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que non seulement vous recevrez gratuitement le pack intégral, et également vous recevrez un benchmark personnalisé pour chaque bâtiment que vous avez saisi. Donc voilà, je laisse Thierry développer un peu plus, mais c'est l'intérêt aussi de la campagne BUSI Ratio. Donc j'en déduis simplement que ce n'est pas le prix du mètre carré. Là, ça, c'est dommage, que ça aurait bien baissé, ça m'aurait fait plaisir. Merci Mario pour ces précisions. Comment est-ce qu'on participe? Simplement, c'est une campagne annuelle pour nous. Ce sont des chiffres d'automne ou voire de début d'hiver pour vous. Vous vous doutez bien que pour compiler toutes ces données, il nous faut un peu de temps. Donc, c'est structuré tout au long de l'année. Avant, le premier trimestre est vraiment consacré à la conception des données de l'année, de la collecte de l'année en cours. Le deuxième trimestre est la collecte des données chez vous. Le troisième trimestre est consacré au traitement et à la compréhension, à l'analyse. Et le dernier trimestre, nous y sommes. Nous avons le plaisir de vous les présenter aujourd'hui. Pour y participer, c'est très simple. Vous vous inscrivez en tant que membre actif et dans votre bulletin d'adhésion que vous venez de recevoir, vous allez recevoir dans les jours qui arrivent, vous en prenez l'option, vous souscrivez et on vous contactera automatiquement pour vous demander de remplir votre grille en vous remerciant par avance. Pour toute autre personne qui l'a oublié, parce que ça peut arriver, vous pouvez oublier votre inscription au BUSI Ratio, vous inquiétez pas, vous appelez le pôle études et on se fera un plaisir de vous envoyer des logins pour renseigner en ligne ces chiffres et vous le savez déjà, et je parle sous contrôle de Mario, quand vous avez déjà rempli une première année, un certain nombre de données reviennent pour vous permettre de faciliter la saisie. À retenir, on y verra un peu plus loin, ou maintenant plutôt, on n'est pas obligé de remplir toutes les données. On a bien 5 grandes familles,
Et dans ces grandes familles, des fois, on n'a pas forcément la gestion de la flotte automobile, c'est une option facultative. Et lorsque vous serez sur la grille de données, vous verrez que dans la partie obligatoire, il y a un petit astérix, il y a très peu de données. Bien entendu, vous avez intérêt à titre personnel à renseigner le maximum, mais le maximum ne veut pas dire tout. Le maximum, c'est votre périmètre et les données que vous avez facilement qui vont vous permettre d'évoluer. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un outil interactif qui s'adapte à vos besoins. Et vous notez bien que selon nos périmètres, on n'a pas forcément les mêmes volumes, les mêmes attentes et les mêmes fonctions. Et ça, c'est normal, c'est notre petit qui le veut. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si on fait une légère compréhension des résultats? Alors, je vais lire les textes parce que je vais vous dire des bêtises, sinon vous ne m'en voudrez pas. Les autres sites sont en jaune. Votre site est en bleu clair, c'est le point que vous voyez sur l'exemple. Et en violet, les réponses de l'an dernier sur le même ratio que vous avez rempli il y a un an, ce qui vous donne votre variation directement. Donc, un nuage de réponses qui vous donne des moyennes et des médianes, et ça vous permet maintenant de pouvoir vous positionner globalement. Comme tout graphique, il faut bien sûr le lire dans son contexte, c'est-à-dire que si vous êtes sur un siège social et que votre taux d'accueil est très largement au-dessus de la médiane, voire de la moyenne, c'est probablement parce que vous avez en place un accueil de très haut niveau qui forcément va coûter plus cher par poste de travail installé. C'est évident, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des effets de seuil aussi qui fait que des charges fixes comme le coût dans l'agent de sécurité d'une hôtesse s'amortit sur un certain nombre sur quelques dizaines, quelques centaines de collaborateurs. Donc le coût est fixe que vous ayez 100 ou 200 collaborateurs et du coup votre moyenne, votre positionnement va évoluer en conséquence. Il faut bien sûr considérer votre cas particulier pour mieux les lire. Voilà. C'est ce que je disais. Le panel est plus sensible pour les petits établissements, ce qui me permet de faire une très très bonne liaison, puisque maintenant les questions sont nombreuses et variées et vous êtes avides de savoir ce qui va se passer. Je donne la parole à Mario. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Thierry pour ces précisions sur la campagne BusyRatio et sur l'outil et le benchmark BusyRatio. En effet, maintenant, on va passer à l'édition 2021 et au panel 2020 parce que, encore une fois, l'édition 2021 des BusyRatio traite des données 2020. Donc voilà, 1, -1. Donc, si on veut comprendre un peu plus le panel de l'édition 2021, il faut savoir déjà que la totale des surfaces utiles des bureaux est de presque 2 millions de mètres carrés. En termes de postes de travail, on est sur environ 100 000 postes, mais l'année prochaine, on aura sûrement beaucoup plus, puisque on ne va pas révéler quels sont nos projets, mais on a des projets pour faire augmenter le nombre de mètres carrés et de postes de travail qui participent à cette campagne. Vous verrez dans les prochains mois comment ça se fera, mais ça sera une petite surprise. Mais voilà, un petit teasing sur cela. Comme on peut voir, en moyenne, la surface par poste de travail de notre panel est de 18 mètres carrés par poste. Donc voilà, ça, on parle du nombre de mètres carrés en fait, par poste de travail, par bureau. Si on voit la répartition des établissements en termes de postes de travail, on voit en effet que la majorité, les 32%, sont entre 15 et presque 20 mètres carrés par poste de travail. Après, voilà, on a une répartition relativement équilibrée dans ce sens. Si on regarde la répartition des établissements au niveau national par leur statut, on voit que l'énorme majorité de notre panel est en location. Voilà, un petit 15% est en propriété, et il y a des régimes mixtes sur l'ordre de 11%. Et finalement, en termes de postes installés dans les établissements, dans chaque établissement, on a une répartition où la majorité, les 31%, sont sur moins de 250 postes de travail installés. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du panel, passons à l'étape suivante, qui est en fait la répartition du coût de l'environnement de travail en France dans l'année 2020. Et on voit que, comme vous savez, les BusyRatio ont deux dénominateurs différents, les mètres carrés et les postes de travail. Et si on regarde, la répartition est assez proche pour les deux, mais il y a des légères différences. On voit par exemple qu'il y a par mètre carré 68% des coûts qui sont destinés à tout ce qui est lié à la charge des bâtiments, principalement les loyers, mais aussi tout ce qui est la fiscalité immobilière et les assurances. Ça c'est par mètre carré, mais en généralement, si on fait le déroulé en termes de postes d'importance, en 2020, on était en premier par charge liée au bâtiment,
Deuxième, l'exploitation technique et fonctionnelle du bâtiment. En troisième place, les moyens et équipements, ce qui est un grand changement par rapport à l'année précédente et par rapport à l'historique des budgets ratios, puisque en fait, historiquement, les moyens et équipements sont le deuxième poste de coût de l'environnement de travail, puisqu'ils sont, ils sont drivés principalement par les dépenses en déplacement et voyage, qui sont très chers, comme vous le savez bien. Donc c'est la première année, et on verra plus tard pourquoi, mais c'est notamment lié à la pandémie, c'est la première année que les moyens équipements passent en troisième place au lieu de leur deuxième place historique. Bon, après les moyens équipements, on est sur les services aux collaborateurs, et finalement, on est sur les ressources humaines de l'environnement de travail, dit autrement les agents et le management interne de l'environnement de travail dans les entreprises. Donc ça, c'est pour la répartition des coûts. Maintenant, on va parler des coûts en soi et de leur évolution. Si tu me permets une petite remarque, Mario, je t'interromps 2 secondes et je voudrais que tu reviennes 2 slides en avant. Il y a un chiffre qu'on a passé un tout petit peu rapidement et qui pour nous est très important. Oui. C'est-à-dire la répartition d'établissements par poste installé. Et on voit que 31% des répondants, c'est moins de 250 positions. Ce chiffre est important parce que si on fait le cumul des moins de 1000 postes installés, on est très majoritairement dans nos réponses qui tord le cou, permettez-moi l'image, d'un ratio de grandes entreprises. On est effectivement sur beaucoup de répondants qui ont des entreprises de petites et moyennes entreprises, ce qui nous renforce dans la qualité des données parce qu'on a mécaniquement, on a une bien meilleure représentativité des chiffres que dans les années précédentes où on était un peu trop représenté sur les grandes entreprises. Cette année, c'était quelque chose de notable. Les chiffres s'appuient sur les entreprises de plus petite taille. C'est excellent pour nous parce qu'elles montrent l'intérêt des PME, des entreprises moyennes sur ces ratios et le fait qu'elles consacrent du temps à y répondre. Voilà. Je vous laisse cette petite précision importante et je te rends la parole. Pardon de t'avoir coupé. Non, mais merci Thierry, et c'est une précision très très importante. En effet, les budgets ratios ont une vocation de représentativité nationale et en effet, c'est bien de souligner le fait qu'on a une diversité dans notre panel pour être le plus représentatif possible par rapport à cette envergure nationale. Pour revenir sur les coûts de l'environnement de travail, si on regarde en fait le coût de l'environnement de travail en 2020 par mètre carré et par poste du travail, on voit que exprimé par poste, l'environnement de travail a coûté 10 246 € en moyenne et 584 € en moyenne par mètre carré. Ce qui veut dire que pour les postes, on a eu une évolution ou plutôt une contraction de 23% entre 2019 et 2020. Et par poste et une contraction de 26% par mètre carré sur la période 2019 et 2020. Donc voilà, encore une fois, 2019, c'était par définition avant la pandémie et 2020, c'était la première année de la pandémie. Donc on verra par la suite que la pandémie a eu un impact très très clair sur la plupart des domaines de l'environnement de travail. Je dis pour la plupart parce que ça n'a pas été pour tous les domaines. On voit par exemple qu'il y a eu une légère baisse, très légère, de 1% sur les charges liées au bâtiment. Donc voilà, une petite baisse de 1%, loyer, taxes et assurance. En revanche, le poste qui a été le plus impacté, c'était les moyens et équipements, de environ 70%, ce qui est très, très, très grand, suivi par les services, après, par les ressources humaines de l'environnement de travail et par l'exploitation technique et fonctionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a ces évolutions ? On a parlé de ce sujet, on l'a introduit plutôt il y a quelques slides avant, mais si on parle vraiment des tendances entre 2019 et 2020, on voit que si on regarde les plus grandes variations, on voit qu'il y a eu une chute des coûts variables de l'environnement de travail en raison principalement des confinements et des périodes d'activité partielle. Donc voilà, si on regarde par exemple les moyens et équipements, comme je disais avant, c'est un domaine d'activité dont le poste de coût principal historique, c'était les déplacements et les voyages. Donc logiquement, si une bonne partie de l'année 2020 a été passée en confinement ou en période d'activité partielle ou avec des consignes sanitaires gouvernementales ou même en interne de l'entreprise assez conséquentes, on a vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilité dans l'année 2020. Donc ça veut dire que les déplacements et les voyages ont chuté. Et si c'était le poste de coût principal pour les moyens et équipements, ça veut dire que cette baisse de 70% est tout à fait compréhensible et logique. Donc voilà, ça c'est le poste de coût ou le domaine d'activité qui a été le plus impacté.
Après, bien sûr, il y a eu les services aux collaborateurs, qui a été le deuxième domaine le plus touché par la pandémie. La raison principale, c'est que quand les bâtiments ont été vidés de leurs occupants, beaucoup de services ont baissé en termes de demande. On pense notamment à la restauration d'entreprise. On sait bien, et on l'a lu, on l'a suivi pendant l'année 2020, la restauration d'entreprise a été très, très, très touchée par la pandémie. Mais on pense également à des domaines comme l'accueil, on pense aussi au courrier, on pense à ce type de domaine d'activité, notamment dans une filière qui pour l'instant reste très axée sur la présence des collaborateurs dans des bâtiments tertiaires, dans les bureaux. Même si, bien sûr, il y a eu des développements sur le télétravail, la filière était axée bâtiment tertiaire et le reste en grande partie aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les services collaborateurs et ça, c'est pour les moyens et équipements. Pour l'exploitation, on a vu qu'il y a eu une baisse de l'ordre de, c'était environ 17%. Alors, il faut savoir que cette baisse est imputable principalement à la baisse de certaines activités et du volume de certaines prestations. Bien sûr, il y avait de la sécurité, sûreté dans les établissements dans des périodes de confinement, d'activité partielle, mais il y a eu une réduction du volume de ce type de prestations souvent. Et aussi, il y a eu une contraction en partie des consommations énergétiques dans les bâtiments parce que il y avait moins de consommation énergétique parce qu'il y avait moins de personnes dans ces bâtiments. En revanche, on constate que le premier poste de coût de l'environnement de travail, qui est les charges liées au bâtiment, sont restées relativement stables parce que, au-delà du fait que s'il n'y avait pas d'occupants dans les bâtiments, il fallait toujours payer le loyer, les assurances et la fiscalité de ces immeubles. Donc voilà, il est tout à fait logique, au moins pour l'année 2020, que ce poste de coût reste assez stable. Je ne sais pas si à ce stade, notre présidente et Thierry Cadiot, membre du COMEX, veulent faire des commentaires sur cette évolution entre 2019 et 2020. Mais, Alors déjà, il y a une question, Mario, qui vient de Robin, qui dit « Quelle est la part des voyages, des déplacements professionnels sur le poste moyens et équipements ?» Alors, en effet, j'ai pas ajouté cette partie dans le graphique. Je pourrais revenir vers vous, Robin, avec ce chiffre, mais il faut savoir que historiquement, il y a c'est de loin en fait le premier poste de coût des moyens et équipements, historiquement. Après cette année, si je ne me trompe pas, ça passait en deuxième ou troisième place dans les moyens et équipements. En pourcentage, en fait, je pense que Robin, c'était la question, c'était le poids en pourcentage. Oui, je pourrais récupérer ce chiffre sur les budgets ratios. Je ne l'ai pas sous le coup. Pas de problème, on répondra un peu plus tard. Moi, ce que je propose, c'est qu'on déroule aujourd'hui, effectivement, le poste de coût des charges et loyers n'a pas bougé en 2020 parce que la pandémie était là et même si les entreprises ont décidé de revoir, d'optimiser leur empreinte immobilière, le temps de la réflexion est nécessaire. Et puis surtout, nous sommes tous avec des baux à respecter qui sont des 369 ou des 9 ans ferme ou voire parfois 10 ou 12 ans ferme. Donc la réflexion plus la sortie des baux nous amène à une réflexion un petit peu plus longue. Elle ne se prendra pas forcément en 2021. Je ne suis pas sûre qu'on verra l'impact en 2021. On le verra probablement en 2022 et les années suivantes. Et c'est tout à fait normal que cette ligne soit totalement stable. En revanche, le poste service aux collaborateurs qui a été touché risque d'augmenter dans les prochaines années pour les raisons que nous allons tous mettre des services aux collaborateurs. Autant les loyers et charges vont progressivement baisser, autant les services aux collaborateurs vont augmenter puisque on va avoir de plus en plus des bâtiments serviciels et c'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui tous en tant que directeurs de l'environnement de travail dans nos entreprises avec nos équipes.
Tout à fait, Latifa, et on va évoquer ce sujet de la servicialisation un peu plus tard dans cette présentation. Pour répondre à votre question, Robin, j'ai regardé rapidement dans les budgets ratios. En 2020, on était à environ un tiers du budget des moyens et équipements qui étaient consacrés aux déplacements et voyages. Donc même en période de grande inactivité de la mobilité, c'est quand même conséquent. Par contre, historiquement, on est sur certaines années, on était sur environ 60%. Par contre, sur d'autres années, ça a fluctué. On était parfois même sur 3/4 des dépenses, des moyens d'équipement sur les déplacements et les voyages, juste pour que vous puissiez comprendre un peu à quel point ce poste de dépenses a pu chuter pendant la pandémie. J'espère avoir répondu à... Je répondrai que ce chiffre et j'ajouterai que ce chiffre est varié à deux variables complémentaires. D'abord, l'activité de l'entreprise, puisque certaines entreprises sont dotées de gros parcs automobiles ou ont besoin de se déplacer beaucoup, ce qui augmente leur coût. Et deux, à chaque fois qu'on a eu une alerte de sécurité mondiale, je fais référence au 11 septembre, aux attentats du 13 novembre, etc., il y a eu un effondrement très net dans les mois qui ont suivi de ce post-déplacement, d'où son effet de yo-yo qui oscillait de 25 à 50% certaines années. Et donc, c'est effectivement un indicateur intéressant quand on le gère au quotidien. Il est moins pertinent quand on le regarde dans la globalité et qu'on ne gère pas les voyages et déplacements. Voilà. Donc, c'est une petite précision et à retenir son côté un peu erratique vu son nombre de causes qui peuvent en modifier le montant. Voilà, donc pour résumer, c'est volatile, mais même dans sa volatilité, c'est historiquement, presque systématiquement, le premier poste de coût dans les moyens et équipements, malgré sa volatilité. Voilà. Donc, pour continuer sur les tendances, là, pour l'instant, on a parlé de tendances annuelles, 2019 et 2020. Par contre, comme Latifa a évoqué au début de cette conférence, on a traité également dans les budgets ratios les tendances de cycle un peu plus longues, notamment sur, à partir de 2009. Je pense que c'est intéressant de parler de l'évolution décennale avant la pandémie, puisque, voilà, on sait bien que la pandémie a été une rupture d'une certaine manière, une période d'exception. Donc, c'est bien de contraster en fait ce qui s'est passé, l'impact de la pandémie sur l'environnement de travail et le situer en fait dans une période un peu plus longue avec des tendances plus longues hors pandémie, hors période aussi exceptionnelle que celle de la pandémie. Donc, on voit qu'en effet, les coûts de l'environnement de travail ont baissé entre 2019 et 2020, mais si on prend un peu de recul, si on prend une analyse décennale jusqu'à avant la pandémie, les coûts de la filière étaient déjà à la baisse depuis 2009, d'environ 20%. Et ça, c'est particulièrement intéressant, étant donné que sur la même période, l'inflation cumulée était de 11,8%. Donc, ça amplifie en fait cette baisse des coûts. Et il faut savoir que la performance des DET, et ça, c'est quelque chose à saluer, et même à commenter un peu plus tard, Latifa et Thierry, la performance des DET a été un facteur clé pour diminuer et optimiser les dépenses de l'environnement de travail via l'optimisation de certains domaines, via l'introduction de nouvelles technologies, par exemple via la digitalisation de certains échanges, etc. Cependant, il faut dire que les domaines d'activité dans leur ensemble n'ont pas contribué à cette baisse de la même manière. On peut voir ça déjà dans les chiffres que je vous présente entre 2009 et 2019. Il faut savoir que les charges liées au bâtiment ont augmenté de 5%, principalement à cause des loyers, mais que l'exploitation technique et fonctionnelle a augmenté également. Ça correspond un peu à l'inflation, puisque l'inflation était de 11,8%, mais pas que, puisqu'on parle de 13%. Par contre, on a vu des baisses sur d'autres postes de coûts, comme les moyens d'équipement, les services aux collaborateurs et les ressources humaines. Il y a eu aussi des périodes d'externalisation. On va décortiquer un peu ces tendances, mais voilà. Donc, je ne sais pas si à ce stade, Latifa et Thierry veulent commenter sur cette période décennale. Voilà. Non, juste une précision que ça fait 10 ans ça fait sur la dernière décade, pour parler plus exactement. On a été extrêmement sensibilisé à l'optimisation du service rendu aux collaborateurs et du service rendu à nos directions générales. Effectivement, parmi nos axes de performance, on s'est bien sûr intéressé à la partie budgétaire, bien entendu. Et on a travaillé, on s'est professionnalisé, on a travaillé, on a amélioré nos offres.
Et ça se voit effectivement sur une meilleure gestion des fonds qui nous sont confiés au quotidien. Très bien. Faisons un petit focus d'ailleurs par rapport à tous ces changements sur l'immobilier depuis 2009, parce que c'est très intéressant de voir en fait les évolutions de l'immobilier, parce que ça nous permettra aussi de faire une petite transition pour parler sur l'avenir dans le milieu du travail, que Latifa a évoqué rapidement juste avant avec la servicialisation. Bon, il faut savoir que, bon, c'est pas un secret, que la filière a été structurée autour des bâtiments tertiaires et de la présence au bureau. On voit que bon, depuis un certain moment, il y a eu des enjeux immobiliers liés à la hausse des coûts immobiliers dans pas mal d'endroits. On pense à la couronne parisienne, mais sur certaines métropoles régionales également. On a par exemple une hausse des coûts des loyers. En même temps, on voit que historiquement, le taux d'occupation est à la baisse. Bon, donc si le taux de baisse du taux d'occupation était exceptionnel pendant la première année de la pandémie, et sûrement on le verra en 2021 aussi, il y avait une tendance en fait de baisse de taux d'occupation des bureaux. On voit aussi que voilà, pour compenser la hausse des coûts immobiliers, les DET ont dû agir en optimisant certaines surfaces et en réduisant certains mètres carrés. Ça a eu des conséquences, par exemple, sur le fait que si on regarde dans le temps, les bureaux sont de plus en plus petits. Il y a de moins de mètres carrés consacrés à chaque poste du travail. Plus ou moins, on peut voir que plus ou moins depuis 2009, il y a eu une réduction de presque un quart des mètres carrés en moyenne voilà, de chaque bureau dans les panels Busy Ratio. Donc, c'est assez conséquent. Donc, on voit aussi que voilà, il y a eu une baisse du taux d'occupation. En même temps, on voit dans le temps qu'il y a une demande haussière du télétravail. Au-delà de la pandémie, il y avait une hausse légère, certes, mais constante du taux de télétravail dans les entreprises. Et on voit que, pour résumer, depuis 2009, les bureaux sont généralement plus chers, plus petits et moins fréquentés. Et c'est vrai que, bon, avec la période de la pandémie, il y a eu beaucoup plus de télétravail, il y a eu des évolutions sociologiques et même des appétences des collaborateurs. Donc, on voit que l'hybridation du travail de ces environnements semble avoir le vent en poupe. Donc, et vu en fait les tendances déjà depuis 2009 de l'immobilier, c'est vrai qu'on s'interroge sur l'avenir du modèle de l'environnement de travail, peut-être dans une prisme hybride et peut-être plus serviciel. Donc je ne sais pas si Latifa ou Thierry voudraient faire des commentaires là-dessus. Bon, déjà Latifa avait commencé à faire quelques commentaires avant ce slide. Donc je ne sais pas si tu veux continuer. Oui, je vais juste compléter et confirmer ce que tu viens de dire. C'est qu'en 10 ans, on a vu une évolution. Alors, n'oublions pas que vous l'avez vu dans les premières slides, le poste immobilier pèse plus de 60%, on peut même dire 70% quasiment du budget, de nos budgets de l'environnement de travail. Donc, c'est le plus gros budget dans lequel on met les loyers, charges et taxes et assurances. Donc, il pèse très, très lourd. Donc, nous avons été amenés dans nos entreprises à optimiser au fil du temps, parce qu'il pèse très lourd, d'une part dans le budget, mais aussi dans les charges. C'est le deuxième poste de charge dans l'entreprise après la masse salariale. Donc, dès que vous touchez à l'immobilier, vous dégagez une économie substantielle. Et ça a été un de nos travaux à réaliser ces précédentes années, c'est à la fois d'optimiser, de réduire, de revoir le taux d'occupation. On se rend compte que dans les sièges sociaux, avant la pandémie, on tournait tous autour de 52%, ce qui était juste hallucinant, en se disant qu'on n'occupe pas complètement nos postes de travail, d'où la création des nouveaux modes de travail, notamment du flex office. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer ce phénomène d'optimisation des surfaces. Donc, et puis aujourd'hui, l'hybridation n'est qu'un accélérateur. Et ce qui freine aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est tout simplement la sortie des baux et puis une réflexion sur comment je souhaite réorganiser le mode de travail de mes salariés et donc de mes espaces de travail
si on parle d'espace de travail. Tout à fait, Latifa. On voit que pour l'avenir, pour la filière, la question n'est pas autant est-ce que je dois changer de modèle, mais plutôt comment le faire et dans quelle temporalité. Parce que, comme l'a bien évoqué Latifa et comme on l'a vu dans le cadre de cette conférence, il y a un sujet à traiter avec la répartition et avec le modèle centré exclusivement ou presque exclusivement sur les bâtiments tertiaires, puisque au-delà de la pandémie, les tendances montrent qu'il y a l'émergence d'autres espaces, que les bâtiments tertiaires sont de moins en moins utilisés et que le télétravail a vraiment le vent en poupe. Donc voilà, c'est vraiment ces ensembles de tendances qui montreraient que dans les prochaines années, on va avoir des changements, je ne sais pas si radicaux, mais au moins conséquents du modèle de notre filière, ou au moins sur plusieurs métiers. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les réflexions qui se font dans les entreprises sont entre 20 et 50% de leur surface. Et donc à passer avec les accords, bien évidemment, une fois que les accords de télétravail sont mis en place, en moyenne, les accords de télétravail sont de 2 à 3 jours par semaine. Tout à fait. Il réduit drastiquement donc l'occupation des bureaux, et donc avec un flex office ou d'autres modes de travail mis en place, on peut réduire de façon substantielle les surfaces. Tout à fait. Donc voilà, il y a un enjeu de réduction de surface, mais aussi un enjeu de filière structurelle, dans un sens large. De notre côté, je ne sais pas si Thierry veut ajouter quelque chose. Non. Ok. De notre côté. Non, voilà. Très clair. Ok, très bien. De notre côté, on voulait vous remercier pour nous avoir écoutés, et on voulait savoir si vous avez des questions en fait par rapport à cette présentation et par rapport au Busy Ratio au sens large. N'hésitez pas à écrire dans le chat ou même à faire des commentaires sur peut-être l'avenir de la filière ou comment vous envisagez la suite et cette période de pandémie pour l'environnement de travail. En attendant que les questions arrivent, je dirais qu'en résumé, s'il y avait 3 postes à surveiller pour les prochaines années, c'est bien évidemment le poste des coûts immobiliers, donc loyer, charges, assurance et taxes. Pas sur l'année 2021, je pense qu'il sera quasiment le même, mais sur 2022, 2023 et les autres années, parce que ça va drastiquement baisser. Tout ce qui est déplacement professionnel, aujourd'hui, on est au plus bas, on sera encore au plus bas en 2021 et ça va progressivement remonter, mais on n'aura jamais ce que nous avions les années précédentes, et Thierry le soulignait tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose à suivre. Il y a eu beaucoup de travel ban et ça va continuer, mais il faudra bien quand même que les déplacements reprennent, parce que c'est nécessaire aussi quand on veut faire du business ou quand on a besoin d'aller voir ses équipes dans le monde. Et puis les services aux collaborateurs, puisque l'immeuble, on réduit les surfaces, mais on transforme l'immeuble en serviciel, c'est-à-dire on va vers de plus en plus des immeubles hospitaliers, avec des hospitality managers ou pas, mais en tout cas qui sont plus dans le service, donc du service aux collaborateurs à l'intérieur de l'immeuble, service aux collaborateurs à domicile. Et c'est plutôt ça qui va augmenter, alors pas dans les mêmes proportions de coûts que les loyers qui sont à des coûts extrêmement élevés, mais les coûts sur le service va augmenter, et c'est un travail que nous réalisons, nous, direction de l'environnement de travail, avec les DRH. Alors, tout à fait. Oui, il y a une question. Quel impact des coûts des immeubles plus petits par rapport Alors, il y a déjà Frédéric, l'avenir de la filière, très bon thème. Oui, c'est la grande question. Par rapport à la question de quel impact des coûts des immeubles plus petits par rapport aux anciens ratios. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Est-ce que vous parlez de la répartition des coûts? Si tu permets, je précisais tout à l'heure qu'on a plutôt des répondants qui maintenant ont des surfaces plus petites que par le passé, donc on a plus de répondants. Est-ce qu'on est capable de lire un impact des coûts des Busy Ratio, des coûts de fonctionnement d'un immeuble en fonction de sa taille? C'est une autre façon
de lire, et je salue au passage Yves, que j'ai le plaisir de revoir. Et je pense que c'était le sens de sa question, c'est-à-dire, est-ce qu'un immeuble plus cher, plus petit, coûte moins cher ou plus cher qu'un gros immeuble, pour faire à peu près court. La réponse est un peu comme ce qu'a dit Fernand Reynaud, c'est dans la vitesse du fût du canon, c'est-à-dire tout dépend de ce que vous mettez dans le canon, en termes plus clairs. Si vous supprimez les salles de sport, les coins de convivialité, les machines à café, les hôtesses, la sécurité, l'alarme intrusion, la climatisation, effectivement, ça vous coûtera moins cher. C'est indéniable. Mais on n'aura pas le même service. Maintenant, ça rejoint la question précédente de Frédéric. Et quel est l'avenir de la filière, justement? Qu'est-ce que nous voulons, nous projetons? Qu'est-ce que vous, utilisateurs, vous voulez? Et qu'est-ce que l'entreprise va statuer? Est-ce que demain, on sera sur des grands immeubles, soit mono-occupants, extrêmement fluides, extrêmement serviciels, ou plutôt sur des très grands immeubles extrêmement de convivialité, de coworking? La question est posée, parce que tout est sur la table aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on traverse une crise un peu rarissime, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et comme le soulève à l'instant Danny John, l'augmentation du nombre de jours de télétravail est en train de modifier la donne. Puisqu'effectivement, on a des collaborateurs un peu partout. Alors avant, c'est facile, on les regroupait. Maintenant, on les a toujours, mais ils ne sont pas forcément groupés au même endroit, même s'ils continuent à se regrouper. Alors, merci Thierry et Mario pour les réponses. Je vais commencer par Dany et je vais revenir en arrière auprès de Benoît. Ce n'est pas Beugnot, mais Benoît. Voilà. Donc, Dany, alors le service, pourquoi on augmente le service? C'est pour attirer les talents, pour attirer les collaborateurs au bureau, et puis aussi pour les attirer dans une entreprise. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ce qui était très important pour un salarié, c'était un package de rémunération dans lequel on mettait un salaire et puis tout ce qui va avec, la participation, une voiture de fonction, etc. Aujourd'hui, ce qu'attend un salarié et tous les candidats aujourd'hui, c'est combien de jours de télétravail. Et la deuxième chose qui vient derrière, c'est quels sont les services et quelle expérience vous allez me proposer, vous employeurs. Et donc, les services, c'est quel service vous me proposez quand je viens au bureau et qu'est-ce que vous me proposez quand je suis à domicile, quand je fais mes 2 ou 3 jours de télétravail. Donc, c'est pour ça que la partie service devient de plus en plus importante et elle va peser de plus en plus importante, de plus en plus lourd sur nos services de l'environnement de travail. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'immeubles serviciels. Ce qui rejoint la question et la question de Yves que je salue. Et effectivement, avant, on parlait d'un immeuble, c'était le bâti d'un immeuble. Mais aujourd'hui, un immeuble, c'est presque du clé en main. Enfin, je dirais que beaucoup d'entre nous ont des services de coworking. Et qu'est-ce que vous prenez? Vous achetez plus un loyer, vous achetez un service. Vous achetez un service et vous achetez une location de service. Et donc, de plus en plus, on va vers ça. Est-ce que ça va coûter plus cher? On va réduire nos surfaces, mais on va mettre plus de services. Ce sera moins cher parce que le service coûte moins cher que des mètres carrés. Ça, c'est une évidence, mais ça sera un coût global, comme on le fait en voiture. C'est un coût global, mais c'est plus simplement combien me coûte un loyer, mais c'est combien me coûte tout ce que je mets et tout ce que je peux offrir à mes salariés dans un bâtiment. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je n'ai pas répondu à la question de Benoît. Aux services digitaux, c'est ça, les services digitaux. Alors, avec une augmentation du nombre de jours en télétravail, les employeurs vont sûrement chercher à réaliser des tâches. Ah oui, quel est l'intérêt de l'augmentation des services? Donc, j'ai répondu. Voilà, j'ai répondu, mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que a dit Latifa, qui est très juste, c'est une énième façon pour l'environnement de travail de contribuer à la performance de l'entreprise, puisque la performance de l'environnement de travail ne passe pas que par la réduction de ses coûts, ça passe également par la rétention des talents et par l'attractivité de la marque employeur des entreprises. Et ça passe bien évidemment non seulement par les espaces de travail dans le sens classique, c'est-à-dire les bureaux, mais également par l'ensemble de l'expérience au travail via aussi les services, dans ce cas, de plus en plus hybrides.
Par exemple, si on prend la restauration, on sait que certains partenaires des établissements ont déjà, c'est le début, hein, mais ont déjà des services de livraison, de click and collect, et qui ont même diversifié leurs offres par rapport à l'émergence de nouvelles tendances comme le véganisme et d'autres tendances. Voilà. Absolument. Alors, Dany, donc, quels sont les autres modèles d'environnement de travail? Donc, on a bien évidemment les tiers-lieux, nous avons le coworking. L'open space existe encore, il n'est pas tué. Donc, il existe encore, même s'il est de moins en moins utilisé, mais en tout cas, le flex office est là, l'open space. Voilà. Et puis après, comment va-t-on mesurer les postes de travail à l'extérieur, coworking, tiers-lieu? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée, Yves. Donc, c'est un élément qui va rentrer effectivement. Maintenant, l'environnement de travail, ce que ça veut dire, c'est que. Et puis, comment on va mesurer aussi l'environnement de travail à domicile aussi, hein. On peut le rajouter dans ta question, Yves. Aujourd'hui, en fait, on est sorti des quatre murs des bureaux et l'environnement de travail ne se passe pas que dans l'immeuble où on est ou dans les immeubles où nous sommes. C'est coworking, tiers-lieu, domicile. Voilà, donc ça, c'est important. Parlons-nous toujours de postes de travail avec les espaces de convivialité? Non, on ne parle pas de postes de travail. Je pense que même le terme de position de poste de travail va disparaître parce que déjà, quand on a du flex office, on utilise le terme de position parce que poste de travail, ça veut dire qu'on est déjà en attribution d'un poste à une personne. Aujourd'hui, c'est une position. Donc, vous pouvez avoir une position. C'est en fait un poste, mais vous pouvez avoir 10 collaborateurs, mais vous avez 5 postes de 5 positions. Donc, c'est ça la différence. Et puis après, a-t-on des tendances sur l'évolution du taux de partage des positions de travail sur les projets d'aménagement en cours et de réalisation à plus long terme? Après, ça dépend des entreprises, Robin. Alors, j'ai entendu 4 positions pour 10 personnes. Comme dans les dernières réflexions que j'ai menées pour Ipsen, on était à entre 6 et 7 positions voilà. Donc ça dépend. Ça dépend mais en tout cas, ça varie entre 4 et 7. Nous, pour l'instant, dans mon entreprise, on est plutôt à 1,7 personnes par poste de travail, c'est 17 salariés, 10 postes de travail. On est sur des chiffres assez élevés. Ça a l'air de vouloir marcher, donc on verra ce que ça va donner. J'avoue que j'étais un peu sceptique, très honnêtement. Et globalement, avec les nouvelles méthodes de travail, c'est pas, à part certains cas, c'est pas encore trop la crise. Cela dit, c'est pondéré par l'effet Covid et par le retour du télétravail. Donc, on n'est jamais vraiment revenu complètement dans les entreprises. On le verra dans les mois qui viennent, à la fin de la crise, ce que ça donne réellement. Pour l'instant, il est un peu prématuré de répondre. Ce qui me permet, de répondre à Françoise concernant les dépenses de propreté. Globalement, on peut dire, et c'est une tendance, hein, il ne faut pas le prendre comme argent comptant, le budget nettoyage, hygiène, propreté n'a globalement pas augmenté cette année. On aurait pu penser qu'effectivement, de par la réduction des mètres carrés entretenus et la réduction des effectifs dans les immeubles, il y aurait une forte diminution. Il n'en a rien été pour 2 principales raisons. La première, c'est qu'on a des charges fixes et des obligations de nettoyage quotidien, par exemple dans les toilettes. Je suis désolé de parler de choses très triviales, mais quoi qu'il arrive, il faut le nettoyer tous les jours. C'est réglementaire. Donc ça, il n'y a pas de réduction de dépenses. Et la deuxième fait, c'est qu'une partie des économies réalisées, parce qu'il y en a eu, ont été compensées par des renforts d'hygiène et de désinfection dans les immeubles. Globalement, on pourrait dire qu'on est quasiment à l'équilibre ou en très légère hausse malgré les très forts engagements financiers qu'on a dû consacrer à la lutte contre la pandémie en interne. Mais l'un équilibrant l'autre, on est sur une tendance à peu près stable, en règle générale, bien sûr. Chaque métier a ses particularités. Quand un site est complètement fermé au bout d'un mois, toutes les dépenses s'effondrent. Et quand on est sur des sites très sensibles comme l'alimentaire ou l'hôpital, les dépenses augmentent bien entendu. Donc un busy ratio, c'est quelque chose qui se lit dans sa globalité et dans le détail du benchmark personnalisé.
Oui, et si vous voulez rentrer plus dans le détail, je ne peux que vous inviter à vous procurer les budgets ratios, qui est un document très, très, très complet, parce que là, on a présenté les résultats principaux, mais c'est vrai qu'on parle bien d'un document qui, cette année, fait 123 pages. Donc, c'est extrêmement complet, c'est très détaillé. Donc, si vous voulez beaucoup plus de détails, n'hésitez pas à consulter le document, à commander le document. Oui, le prix, effectivement, le prix de la désinfection, on a tous eu des coûts supplémentaires, mais ça n'a pas pesé énormément sur nos budgets. En tout cas, ça ne se voit pas, que ce soit, là, je prends ma casquette à la fois ARSEG, mais avec ce que vient de dire Thierry, mais aussi en tant que DET, même si j'ai une personne tous les jours en désinfection qui n'existait pas avant, ça n'a pas eu un coût supplémentaire énorme. Donc, c'est pour ça que ça ne se voit pas sur les coûts. Et en termes de désinfection, quand vous reprenez les fiches sécurité de vos prestataires, vous vous rendez compte que la plupart des produits nettoyage utilisés sur les postes de travail, dans les sanitaires et sur les points de contact sont déjà désinfectants et virucides avant la pandémie. Donc, avec un tout petit peu de clairvoyance, en regardant les fiches sécurité, on continue à employer le même produit, donc on n'a pas d'achat de produits spécifiques pour lutter contre la pandémie avec un résultat plus qu'honorable, pour ne pas dire réussi. Donc, faut bien garder ça en tête. Attention aux fausses bonnes idées qui consisteraient à désinfecter avec un pulvérisateur ou ce que vous voulez. Tout poste de travail un peu infecté, ça n'a pas de sens en termes de lutte contre la pandémie. Mais là, on dérive un peu des questions du budget ratio. C'est pour une question particulière. Non, mais c'est intéressant parce que c'est lié en même temps, comme la désinfection, c'est comme les kits sanitaires et tout ce que nous avons mis en place en 2020 et on continue à mettre en place sur 2021. C'est toujours intéressant de voir s'il y a eu un impact sur le budget global de l'environnement de travail. Et visiblement, c'est l'épaisseur du trait. Complètement. Est-ce que... Ah, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers participants? Je vois que c'était très, très vivant et c'est très bien. On est ravis que les budgets ratios suscitent de l'intérêt et l'avenir de notre filière aussi. C'est important et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Bon, il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, mais même dans l'avenir, on va se poser beaucoup de questions sur comment notre filière va évoluer et se structurer, voire restructurer. Et en attendant les questions à venir, je vous petit rappel, vous avez sur le site de l'ARSEG un forum de questions-réponses de spécialistes et on est plusieurs à vous répondre. Donc, si vous avez une question particulière, vous pouvez l'utiliser et on vous répond très très rapidement sur des questions précises ou des questions plus généralistes. Tout à fait. N'hésitez pas à l'utiliser, même à m'écrire un mot à études@arsec.asso.fr. Pareil, si vous voulez commander les budgets ratios, vous avez toutes les informations et le bon de commande sur le site de l'ARSEG. N'hésitez pas à le remplir, à me l'envoyer sur l'adresse indiquée sur ce slide, qui est également indiquée sur le site de l'ARSEG. Eh bien, écoutez, merci à tous. En tout cas, merci pour votre participation active et vos questions. Et puis, comme vient de vous le préciser Thierry, Mario, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et précisions. À très bientôt, j'espère physiquement, voilà, en présentiel. Et à très bientôt à d'autres événements de l'ARSEG. Merci. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Au revoir.